Bienvenue au Musée des Arts et Métiers à Paris. C'est là qu'est conservée la première automobile au monde. Parce qu'on va bien le rappeler, l'automobile, la voiture, c'est une invention française. L'automobile, c'est même une invention sartoise. L'automobile est née au Mans et la première voiture, modèle unique et originale, elle a son nom, l'Obéissante. L'acte de naissance, référence à l'année 1873. Son concepteur, Amédée Bollée père. Amédée Bollée, en 2025, à ses descendants. Et c'est avec plaisir que nous allons tout de suite retrouver Yves Bollée et Pierre Bollée. Messieurs, pourquoi sommes-nous là, Yves? Nous sommes là pour célébrer les 150 ans du premier voyage d'Amédée Bollée, notre arrière-arrière-grand-père. Cette voiture est la première automobile de l'histoire de l'automobile. L'Obéissante, vraiment la première voiture au monde? La première à pouvoir porter le nom d'automobile. Avant, on avait des voitures sans chevaux, avec des systèmes de direction plus ou moins sophistiqués. Et surtout, c'est la première voiture à avoir été capable de rouler à des vitesses raisonnables. Pourquoi l'Obéissante? Alors l'Obéissante, c'est la première voiture à avoir une direction à deux pivots. Avant, les solutions qui étaient utilisées dans l'automobile, c'était soit une roue avant directrice, on a un tricycle, ce qui amène un gros problème de stabilité dans les virages. On ne pouvait pas aborder un virage rapidement, sinon on se souvient tous de nos tricycles d'enfance. Ou alors ils avaient des essieux rigides, articulés autour d'un axe médian. Et le problème était un peu le même. En plus, si vous cogniez une pierre sur la roue droite, ça avait tendance à faire avancer la roue gauche, donc à faire tourner le véhicule. Donc ça empêchait les voitures de rouler à des vitesses plus intéressantes que les voitures à chevaux. C'est pour ça que l'Obéissante est intéressante. C'est véritablement la première automobile. Avant, c'était des voitures sans chevaux. Ce qu'elle amène, ce n'est pas le moteur à vapeur, parce que le moteur à vapeur était déjà très utilisé dans les bateaux, dans les locomotives et même dans l'industrie. Ce qui l'amène, c'est sa direction, qui la rend très maniable, d'où son surnom donné par le fils du conducteur, qui avait 6 ans à l'époque, et dit « mais si elle marche très bien, on pourrait l'appeler l'Obéissante ». D'accord. Est-ce que c'était compliqué à utiliser? Non. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, c'est un volant. Un volant comme nos voitures actuelles. Est-ce que, Yves Bollée, l'Obéissante a eu du succès? Alors, elle a eu un succès médiatique, mais elle n'a pas été commercialisée. Il avait vu à l'exposition universelle de 1867 des véhicules sans chevaux, et il avait vu que le problème, c'était bien la stabilité. Donc il a cherché. On m'a dit qu'on l'avait vu dans la cour de l'usine jouer avec 2 vélos pour voir comment ça devait gérer ses roues pour pouvoir faire circuler sa voiture. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, une bonne route, c'était une route pavée, ce qui maintenant est une route détestable. Donc une route pavée avec l'irrégularité, sans compter les problèmes qu'il peut y avoir de trous dans la chaussée. Donc les voitures n'avaient pas de pneus non plus. Le pneu n'existait pas encore à l'époque. Donc tout était très très raide et demandait des efforts considérables pour maintenir la voiture sur la route. Pierre Bollée, si Amédée Bollée a conçu l'Obéissante en 1873, quel exploit a-t-il accompli avec l'Obéissante en 1875? Entre 1873 et 1875, il a utilisé sa voiture, il allait voir ses fournisseurs et la renommée du véhicule a commencé à se répandre, y compris au niveau des autorités militaires, par exemple, qui ont manifesté de plus en plus d'intérêt. On voulait voir la voiture, on voulait la voir à Paris. Et donc, il a effectué ce trajet Le Mans-Paris, alors? Il s'est organisé un voyage Le Mans-Paris le 9 octobre 1875. Il a fait 230 km dans sa journée. Il a mis 18 heures. 18 heures. Quel a été l'accueil de la population parisienne en voyant ce véhicule sans chevaux arriver comme ça dans la capitale de France? D'après les articles de journaux qui sont parus le lendemain, le public a été un peu stupéfait, s'attendait à voir une machine fumante et faisant beaucoup de bruit. Finalement, très calme, peu de bruit, peu d'attelage
des attelages à chevaux partout, peu d'attelages effrayés, et une population très enthousiaste. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que manifestement, le voyage s'est bien passé au plan de la fiabilité, pas d'aléas mécaniques, peut-être plus d'aléas administratifs. Alors, pour traverser les 4 départements qui existaient à l'époque, il fallait montrer patte blanche à l'entrée de chaque département. Le ministre avait dit « Je donne autorité au préfet de chaque département d'autoriser votre passage ». Donc il y avait un ingénieur des ponts et chaussées à l'entrée du département qui faisait la revue de détail de tous les organes de la voiture. Était-on conforme? D'accord, mais ceci étant, Pierre Bolle, il y a un petit peu la petite histoire dans la grande histoire avec cette référence à 75 PV ou contraventions. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'il a bien reçu 75 contraventions. En fait, ce n'est pas lors du voyage, c'est le lendemain. Il prend sa voiture, il embarque quelques passagers et il commence à circuler dans Paris. À chaque carrefour, un agent des forces de l'ordre. Oh là, que se passe-t-il? Vous avez les papiers des véhicules, on voulait voir son autorisation de circulation. Au début, il a présenté tous les justificatifs et autorisations, mais ça l'a lassé assez vite parce qu'il perdait beaucoup de temps. Et donc, il a fait des délits de fuite à partir d'un certain moment, et c'est là qu'il a ramassé ce paquet de contraventions. Peut-on dire, Pierre Bolle, que quelque part, l'obéissante a eu un succès? Mais quel succès s'il en a eu un? Alors, ce n'est pas un succès commercial, c'est un vrai succès événementiel. Parce que la presse s'était fait l'écho de la chose, il a reçu beaucoup de courriers à la suite de cette démonstration faite à Paris. Ensuite, il a rayonné, il a été à Orléans, il a fait un voyage très prolongé avant de retourner dans sa Sarthe natale. Et il a même reçu des demandes, pouvez-vous m'en fabriquer une? Ce à quoi il s'est refusé, puisque ce n'était pas un objet commercial. Rosaine de Clémenty, vous êtes conservatrice chargée des collections énergie et transport au musée des Arts et Métiers. Rosaine de Clémenty, comment et quand l'obéissante est-elle arrivée au musée des Arts et Métiers? L'obéissante est arrivée en 1934 au musée des Arts et Métiers. On est déjà au musée dans une institution qui est plus que centenaire, qui a déjà d'importantes collections dédiées au transport. Mais en 1934, il y a une rétrospective de l'histoire de l'automobile française au salon d'automobile de l'automne 1934. L'obéissante y participe et à la suite de ce salon, eh bien, elle entre dans les collections du musée des Arts et Métiers. Dans ces collections, justement, l'obéissante, que représente-t-elle? Elle représente un jalon technique. Et c'est ce qui est recherché dans ce musée des Arts et Métiers, qui est dédié aux innovations, principalement françaises, mais aux innovations qui représentent des étapes, des grands moments techniques dans l'histoire de toutes les catégories, dans tous les domaines techniques, et donc concernant l'obéissante, le domaine des transports. Rosaine de Clémenty, comment l'obéissante est-elle conservée? Alors, au musée, on conserve les véhicules de façon statique. C'est un mode de conservation qui est finalement complémentaire de ce qui est fait au sein des associations qui remettent en circulation des véhicules anciens. Et cette façon de conserver de façon muséale ces automobiles permet d'en préserver au maximum les matériaux constitutifs. Donc la démarche est de se concentrer sur l'authenticité de ces matériaux, de ne pas les remplacer lorsqu'ils sont usés. Donc on garde les traces d'usage du véhicule ancien qui a roulé, mais on ne va pas continuer la démarche d'utilisation de façon à conserver cet héritage matériel. Rosaine de Clémenty, considère-t-on que l'automobile qu'est l'obéissante, cette pièce-là, c'est un trésor national? C'est un trésor national, ne serait-ce que d'un point de vue législatif, puisque le musée des Arts et Métiers est un musée de France depuis 2002, depuis la loi de 2002. Et à ce titre, les collections qui sont inscrites sur l'inventaire du musée font partie des trésors nationaux. Alors ça, c'est la partie légale,
Mais c'est aussi un trésor national technique, une sorte de Joconde qui a cette renommée nationale tout d'abord, qu'elle acquiert avec le voyage de 1875, et cette renommée mondiale puisqu'on la considère comme la première automobile qui a fait ce trajet jusqu'à Paris, entre Paris et Le Mans. Ce qui a intéressé le conservatoire des arts et métiers de l'époque, c'était cette innovation, cette démarche innovante sur ce véhicule qui a été breveté. Le système de direction des roues indépendantes l'une de l'autre à l'avant du véhicule a été breveté le 28 avril 1873, donc témoignage de l'innovation de ce véhicule. Et d'autre part, le voyage entre Le Mans et Paris a fait l'objet d'une communication à l'Académie des sciences en novembre 1875. Donc preuve que ce véhicule a marqué les esprits scientifiques de l'époque. Il a contribué décisivement à sa popularité. Au départ, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et le lieu de mémoire que l'on a là, derrière nous, est évidemment un jalon. Un jalon qui a été longtemps oublié. Pas par tous. Il est intéressant de voir que dès 1909, il y a une exposition qui est l'exposition décennale du Salon de l'Automobile. Et dans cette exposition, on choisit quelques modèles et il y a 3 bolets. Et évidemment, cela marque les contemporains puisqu'il y a l'obéissante, mais il y a également le tricycle bonnet qui est un jalon de cette histoire de l'automobile qui, plus tard, en 1895, a consacré une deuxième étape dans l'acclimatation de l'automobile. Mais 20 ans avant, il avait réalisé ce véhicule qui est naturellement tout à fait original techniquement et d'autres en parleront plus savamment. Mais l'impact de ce véhicule vaut aussi par le trajet qu'il a fait et par la reconnaissance parisienne. Dans la ville lumière, il était important, une ville qui résonnait déjà des 2 premières expositions universelles, celle de 1855, puis celle de 1867, et puis il y en aura d'autres qui vont inspirer, parce qu'à chaque fois l'automobile y sera présente, qui vont inspirer les futurs créateurs de l'invention moderne de l'automobile. Et donc Louis Renault le dit très bien, il déambule en 1889 dans des allées où déjà on voit figurer des voitures. Et Bollée, la dynastie, et on peut arrêter la dynastie dans ces périodes où évidemment le rôle a été aussi un rôle institutionnel. Amédée Bollée, Léon Bollée ont participé aux grands congrès internationaux, ont participé aux travaux de l'Automobile Club de France, aux travaux de l'Automobile Club de l'Ouest, et ils ont contribué à rendre populaire ce qui allait devenir un mode de vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas une voiture particulière au sens élitiste du début du XXe siècle, c'est déjà quelque chose qui ressemble à un transport collectif, c'est déjà quelque chose qui a toute l'autonomie d'un véhicule moderne, qui en présage quelques nouveaux usages et qui finalement annonce dans cette généalogie de l'automobilisme l'efflorescence de ce qui est une révolution de la mobilité. Oui, parce qu'effectivement, Amédée Bollée a quand même un projet génial, c'est de transporter des hommes et des femmes d'un point A à un point B à des fins complètement civil. C'est inédit dans l'histoire de la mobilité. Et surtout, ce qui est inédit, c'est que c'est un industriel. Et il répond de façon pragmatique à des problématiques que son industrie exige. C'est un fondeur de cloches. C'est quelqu'un qui va faire par accident presque des automobiles ou une automobile au départ. Et cette logique, qui est une logique de mise en accord finalement de la révolution industrielle, de la seconde révolution industrielle, avec eh bien, des attentes qui vont devenir populaires. Mais il crée le besoin en même temps qu'il crée l'objet. Mathieu Flonneau, lorsque vous regardez l'obéissante, vous auriez presque envie de dire quoi à cette voiture et quelque part à son concepteur. Il y a quelque chose de sacré, puis on est dans une église à moteur, comme le dit Umberto Eco. Et évidemment, vous êtes là devant... les Allemands font très bien ça dans des musées automobiles. Paris n'en a pas, c'est très triste, mais Paris a
le Conservatoire national des arts et métiers. Et de ce point de vue-là, c'est une forme de reconnaissance. Lorsque vous êtes chez Daimler à Stuttgart, vous arrivez tout en haut, où vous avez le Saint des Saints. Le Saint des Saints, à certains égards, il est là, à Paris, et il est bien conservé, et on s'en réjouit. Est-ce que, quelque part en France, on ne mentionne pas assez ce nom Bollée, avec un prénom qui peut être Amédée pour la voiture, Léon également pour ceux qui sont des fans de conquête de l'air, parce qu'on doit finalement beaucoup dans l'histoire de France à la famille Bollée. N'est-elle pas un peu oubliée? On doit beaucoup au Mans, et le Mans, de fait, va s'imposer comme le lieu du premier Grand Prix de France, avant naturellement de devenir l'épreuve d'endurance en 1923, mais en 1906, tout est placé sur la table. Et les aéroplanistes du début ne s'y trompent pas. Ils vont y faire des essais. Wilbur Wright, les frères vont venir. Il y a là une dynamique de l'innovation. Il y a là effectivement quelque chose qui attache, parce que ce n'était pas le seul constructeur Manceau, mais il y a eu là une vraie logique. Et ce n'est pas un hasard si l'épreuve d'endurance la plus célèbre au monde, sur laquelle je ne vous apprendrai rien, est établie au Mans.